Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI1. Voici les titres de cette édition. Plusieurs pays se réunissent à Dakar pour prendre part à la conférence du Partenariat mondial pour l'éducation pour financer justement l'éducation dans 87 pays en développement. La Côte d'Ivoire participe à cette conférence avec une délégation conduite par le Premier ministre Amadou Koulibaly. 153 Ivoiriens en situation difficile en Libye sont rentrés hier jeudi soir à Abidjan. C'est le premier vol de rapatriement volontaire de l'année 2018. Nous en parlons dans quelques instants avec Evelyne Alexis Ouedraogo. Les 955 mineurs piégés sous terre depuis mercredi soir en Afrique du Sud à la suite d'une coupure d'électricité sont remontés à la surface ce vendredi à l'aube. L'électricité a été rétablie. Ils sont sains et saufs selon le propriétaire de la mine. Commençons par cette information relative au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le groupe bancaire UBA veut accompagner notre pays justement dans cette optique. Une délégation de ce groupe panafricain l'a exprimé hier jeudi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a été choisie cette année pour abriter le sommet annuel Afrique francophone et lusophone du groupe UBA, United Bank for Africa. Un choix qui traduit la confiance de cette banque panafricaine en l'économie ivoirienne. D'ailleurs, cette confiance se verra renforcée avec la volonté du groupe d'accroître ses investissements sur le marché ivoirien. Une délégation du groupe, conduite par son directeur général Kennedy Uzoka, a confié au vice-président Daniel Kablan-Duncan cette ambition. UBA en Côte d'Ivoire est l'une des opérations les plus profitables du groupe. Nous croyons aux perspectives de la Côte d'Ivoire. Nous comptons bien sûr continuer, parce que nous le faisons déjà. Nous participons aux projets de développement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des télécoms. Et donc nous continuons les discussions que nous avons eues avec le vice-président, M. Kablan-Duncan, nous rassure sur le fait que nous sommes sur la bonne voie et allons continuer cette collaboration. Présent dans 19 pays africains, ainsi qu'aux États-Unis, en France et en Angleterre, UBA compte à ce jour plus de 20 millions de clients à travers le monde et un total bilan de 25 milliards de dollars. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2008, le groupe compte 11 agences et affiche un total bilan de 200 milliards de francs CFA. Traoré Mahama, Viviane Aïma. Plusieurs pays se réunissent à Dakar pour prendre part à la conférence du Partenariat mondial pour l'éducation pour financer justement l'éducation dans 87 pays en développement. La Côte d'Ivoire participe à cette conférence avec une délégation conduite par le Premier ministre Amadou Koulibaly. La ministre de l'Éducation nationale est aussi présente. Elle dresse les enjeux de la rencontre. Gabriel Zani. Avec l'éducation, la pauvreté est réduite, l'égalité des chances est possible, la sécurité est garantie. Selon les experts de l'éducation qui se réunissent depuis le 1er février dans la capitale du Sénégal, les pays qui se rencontrent à Dakar dans le cadre de la conférence sur le financement du Partenariat mondial pour l'éducation sont à la recherche de 1500 milliards de francs CFA pour financer une éducation de qualité dans 87 pays, dont la Côte d'Ivoire. La communauté internationale a décrété que l'éducation et la formation sont aujourd'hui le socle de tout développement durable. À partir de ce fait, ils estiment que la priorité doit être donnée à ce secteur-là dans tous les pays du monde si l'on veut que des problèmes de santé soient résolus, si l'on veut que la question de l'emploi ait une solution. L'éducation est un sujet transversal qui soulève d'autres questions. Je dirais que tout est prioritaire dans le secteur de l'éducation-formation. Mais la priorité des priorités, c'est l'accès. Comment mettre à la disposition de nos populations, de nos enfants, des infrastructures. Ensuite, il y a le recrutement des enseignants, mais le renforcement des capacités des enseignants déjà en poste pour que nous puissions atteindre notre objectif d'école de qualité. Toutes ces priorités du gouvernement ivoirien dressent en filigrane les enjeux de cette rencontre présidée par Dakar et Paris,
en vue de sauver l'école et la formation. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement qui a satisfait nos partenaires et notamment le partenariat mondial pour l'éducation, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui éligible à un deuxième financement de 24 millions de dollars pour toujours l'aider dans son objectif d'amélioration du système éducatif. En 2011, le pays avait reçu un premier appui d'environ 20 milliards de francs CFA pour l'aider à restructurer son système éducatif après la crise post-électorale. À cette rencontre, d'autres pays feront le plaidoyer d'un financement pour réhabiliter l'éducation des enfants confrontés à d'énormes difficultés. Le président français Emmanuel Macron est arrivé hier jeudi à Dakar pour une visite de 2 jours au Sénégal. Cette visite est consacrée surtout à l'aide internationale à l'éducation. Nous vous en parlions à l'instant, et à la lutte contre l'érosion côtière, mais aussi à la sécurité régionale. Rappelons que la conférence du partenariat mondial pour l'éducation, la priorité au menu de cette visite, accueillera au moins 7 chefs d'État africains et des donateurs internationaux. Autre information, le ministère de l'Enseignement supérieur fait son bilan jugé positif avec plusieurs projets réalisés chez des acquis dont la démarche aux qualités au niveau de l'enseignement supérieur. Plus de détails avec Sephora Zegui et Sidonie Waka Davila. Création de l'Université de Mans, ouverture de l'université virtuelle, introduction de formation en ligne, mise en place d'un contrat de performance entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur. C'est à cela que s'est attelé Bakayoko Ly Ramata durant ces 2 années passées à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Communauté universitaire et membres de ce ministère félicitent Bakayoko Ly Ramata pour les succès réalisés en 2017. Au cours de l'année 2017, vous avez accompagné avec beaucoup de satisfaction des actions qui ont contribué à la consolidation de partenariats et au développement de la coopération à travers des programmes structurants émanant de votre vision. Nous espérons, Madame le Ministre, que les défis en 2018 seront relevés avec succès comme en 2017. Au titre des perspectives, la ministre est rassurante. Elle annonce plusieurs actions pour 2018. Au niveau de la gouvernance, comme action concrète, on va valider des référentiels et un guide méthodologique et on va évaluer les établissements d'enseignement supérieur, mais privés. Également, il y aura 2 lois qui vont passer en communication au Conseil des ministres et à l'Assemblée. C'est la loi sur l'enseignement supérieur, parce que vous n'avez pas de loi sur l'enseignement supérieur, vous avez une loi relative à l'enseignement. Bakayoko Ly Ramata a exhorté tous les acteurs de son ministère à œuvrer ensemble en privilégiant la voie du dialogue et de la négociation pour un enseignement supérieur de qualité. Une délégation suisse de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle vient d'effectuer une mission de 3 jours en Côte d'Ivoire. Elle a eu une séance de travail avec le ministre Mamadou Touré. Avant sa rencontre avec le secrétariat chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la délégation suisse de l'Institut fédéral de hautes études a pu s'imprégner des réalités du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire. Ce qui lui a permis de faire des recommandations pour améliorer la capacité des formateurs et faciliter l'intégration socio-professionnelle des diplômés. Ce qui est très important, c'est la collaboration avec l'économie, avec les entreprises. Ici, on a constaté que souvent les compétences des gradués de la formation professionnelle ne correspondent pas forcément aux besoins du marché du travail. Et notre mission maintenant, en collaboration, c'est de réduire cet écart. Pour le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique, cette coopération ivoiro-suisse apportera beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre entre la Suisse
et la Côte d'Ivoire en matière de formation professionnelle. Il s'agit donc premièrement au niveau donc, du partage de connaissances, mettre en place un dispositif qui nous permet de mutualiser avec les Suisses les connaissances en matière de formation professionnelle. Il s'agit donc de la formation des formateurs. Il s'agit de la définition des curricula donc, de formation. Il s'agit finalement de la formation par alternance. Avec un taux d'insertion professionnelle estimé à 14% au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, selon l'annuaire statistique 2016-2017 de l'enseignement technique, de telles coopérations ou d'échanges permettront assurément d'accroître les performances de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Revenons dans ce dossier que nous vous proposons maintenant avec notre reporter Adrienne Grasse-Kando sur l'affaire du Probo Koala avec des déchets toxiques qui ont fait plusieurs victimes ici en Côte d'Ivoire parce que dangereux. Alors justement, qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a bien pu faire face à cette situation? La réponse justement dans ce dossier. Depuis 2006, pour arriver à l'heure là, on fait des papiers seulement, rien ne marche. On ne nous donne pas l'argent. À part de ceux qui nous aident à faire papier là, c'est eux qui nous donnent un peu. En tout cas, on souffre. Je suis tombé malade. Bon, en fonction de ça, les analyses ont prouvé que c'était les déchets, suite au déversement des déchets toxiques. Donc jusque-là, bon, rien n'est fait encore. Nous ne sommes pas encore indemnisés jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Herman est l'une des victimes des déchets toxiques déversés par le Probo Koala en 2006. Tout comme lui, Amoué en a fait les frais. Selon des spécialistes de l'environnement, les règles régissant le transfert des déchets polluants d'un pays à un autre n'ont pas été respectées. Il est exigé à tout projet qui a un impact sur l'environnement de faire une étude d'impact environnemental et social. Dans le cas du Probo Koala, pour pouvoir transférer ces déchets d'un État à un autre, il y a le secrétariat de la Convention de Bâle qui met en place un dispositif réglementaire pour que ce transfert de déchets d'un pays à un autre se fasse dans les conditions requises en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. L'on enregistre plus de 500 000 victimes des déchets toxiques du Probo Koala. À ce jour, seulement 29 600 ont été indemnisés. Sur ces 29 600 victimes et 6 000 malheureusement ont vu leur indemnité détournée. La plus grande partie des victimes est en attente d'être indemnisées. Se sont donc organisées en plusieurs organisations. Aujourd'hui, nous sommes en une union qui a esté en justice à Amsterdam. Le pollueur fait beaucoup de diversions autour de la question. Ils ont demandé au juge de juger la recevabilité de la plainte. Et une décision à cet effet devait tomber courant ce mois de janvier. La juge a reporté la décision pour le 7 mars prochain. 500 tonnes de déchets toxiques déchargés à Abidjan par le cargo Probo Koala en 2006. Des déchets de résidus de pétrole qui ont causé la mort de 17 personnes et empoisonné des milliers d'autres selon l'ONU Environnement. 12 ans après le déversement de ces déchets toxiques, un audit des sites affectés a été réalisé. Nous sommes allés sur 18 sites qu'on a considérés comme étant affectés. Donc il y avait les sites de déversement originels et d'autres sites qu'on pouvait imaginer avoir été touchés plus indirectement par les déchets. Nous nous sommes rendus sur ces sites et nous avons pris des échantillons de sol, d'eau souterraine, d'eau de surface, de sédiments, d'air et de fruits et légumes que nous avons ensuite fait analyser dans des laboratoires accrédités au plan international, 3 laboratoires en Europe et sur lesquels nous avons ensuite tiré les conclusions qui s'imposaient. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne recense plus de contamination environnementale sur ces sites-là. Des recommandations ont été faites pour que le gouvernement puisse voir vraiment comment rassurer complètement les populations quant à la lutte contre la pollution. L'autre chose aussi que l'audit recommande, c'est qu'en plus des sites encore à évaluer qui ne soient pas en liaison avec Probo Koala, il est important aussi de voir
l'impact sur la santé humaine est encore là et de prendre les dispositions qu'il faut. Au cours de l'étude réalisée par les experts de l'ONU Environnement, d'autres sites de pollution ont été découverts à Akwedo, Koumassi et Aboville. Ces pollutions ne sont pas liées au déversement des déchets toxiques par le Probo Kuala. Ce sont des déchets industriels, ceux provenant de la décharge et le maïs génétiquement modifié. Le gouvernement avait déjà entrepris des initiatives. Akwedo sera fermé, traité, dépollué et un projet écologique pourra être réalisé sur ces sites. En ce qui concerne Erimakudje, un processus est en cours et bientôt l'activité de traitement de ce site sera totalement achevée. En ce qui concerne la commune de Koumassi, deux problèmes se posent à nous. L'un qui est lié donc à la présence d'une zone industrielle, donc l'encadrement de l'activité de gestion des déchets issus de ces entreprises se fait par le CIAPOL. Un mécanisme également est en cours en liaison avec le ministère de l'Industrie. Et là où je pense que nous sommes pratiquement assez bien avancés. L'autre problème, c'est la question de l'assainissement de Koumassi, qui s'inscrit dans le cadre global du programme d'amélioration du système d'assainissement d'Abidjan. Et cela aussi, vous le suivez à travers les activités du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, est pris en main par le ministre de l'Urbanisme. En ce qui concerne le rapport sur l'audit des déchets toxiques, le gouvernement procédera à la mise en place d'un comité de veille afin de suivre les recommandations faites par l'ONU Environnement. Les menaces sur l'eau liées au changement climatique en Afrique et l'assainissement seront au centre du prochain congrès sur l'eau qui se tiendra à Bamako, au Mali, du 11 au 16 février prochain, une initiative de l'Association africaine de l'eau. Voici Mamadou. La ville de Cap, en Afrique du Sud, est confrontée depuis quelques mois à une pénurie d'eau. Une situation causée par la sécheresse qui frappe cette partie du continent. Mais cette ville n'est pas la seule confrontée à la pénurie d'eau. En Côte d'Ivoire, tout comme au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Tunisie et au Congo, nombreux sont ces citadins qui manquent d'eau potable au quotidien. Une situation qui s'est aggravée avec les changements climatiques. Ces préoccupations seront au centre du 19e congrès de l'Association africaine de l'eau. Les changements climatiques sont des choses qui sont réelles, pour lesquelles il est nécessaire de se prémunir, d'étudier les différents aspects, bien que les aspects du changement climatique sont les choses les plus aléatoires. Mais à force d'être aléatoires, on finit par essayer de retracer un peu les grandes lignes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'aujourd'hui, dans le cadre du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, on puisse se pencher sur comment, en même temps, atteindre les objectifs de développement durable, c'est-à-dire l'universalité de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi en même temps tenir compte des changements climatiques. En plus du manque d'eau, la question de l'assainissement sera traitée par les 2000 participants issus des 150 structures membres de cette association. Il est important qu'en Afrique, on comprenne l'importance de l'assainissement. Vous savez qu'aujourd'hui, environ 80% des populations africaines n'ont pas accès à l'assainissement de base. Et quand on parle d'assainissement, on ne parle pas des corollaires, de tout ce qu'il y a comme maladie hydrique, tout ce qu'il y a comme danger, tout ce qu'il y a comme impact. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Et au niveau du Conseil, on en fait un point d'honneur. Et je pense que pour la décennie à venir, c'est l'assainissement qui sera vraiment au-devant de toutes choses. Le 19e congrès de l'Association africaine de l'eau, qui aura lieu à Bamako du 11 au 16 février prochain, a pour thème accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en Afrique, face aux défis du changement climatique. Et tout à fait autre chose à présent et parlons de la rue Ministre à la Riviera Palmeraie. Elle va être réhabilitée les prochaines semaines, mais pour mener à bien ce projet, les emprises seront dégagées, les occupants de l'espace seront déguerpis, nous dit Jean-Luc Gbangbo Kwame. Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Des engins tournant à plein régime. Nous sommes sur le chantier de réhabilitation de la rue Ministre, une voie connue pour ses récurrentes inondations en temps de pluie. Rue Ministre, mais ça me fait honte. Il n'y a pas de voie ici quand il pleut. On a acheté le terrain avec les grands travaux, avec toutes les commodités. On a été surpris par les eaux pluviales qui ont dégradé donc la rue, qui était une rue d'excellence qu'on appelait la rue Ministre. En visite sur le chantier, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kwaku Kofi, donne les raisons de la dégradation de cette voie. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits et ces immeubles-là n'ont pas mis de réseau d'assainissement chez eux.
Ils ont branché carrément toutes leurs eaux usées sur les canalisations, ce qui est inacceptable. C'est une discipline notoire, crée des problèmes importants à la chaussée. Amédée Kwaku Kofi annonce des mesures vigoureuses pour mettre fin à ces occupations illégales. Ceux qui ont construit dans les emprises, on va les enlever, on va enlever leur maison. Parce qu'ils n'ont pas le droit de construire dans ces emprises, ce n'est pas leur terrain à eux. Une action à laquelle les autorités municipales ont promis de s'associer. Avec le ministre, nous allons nous mettre dès maintenant sur le terrain. Il y a des barrières qu'on va casser, il y a des maisons. On va l'envoyer des mises en demeure parce qu'il ne peut pas être là. Ce sont des zones où il ne devait pas construire. Les populations, elles attendent que l'acte soit joint à la parole. Je souhaite qu'au-delà des discours, que M. le ministre puisse concrétiser cela par les actes. Nous attendons les travaux et qu'on attend le ministre à pied d'œuvre pour que vraiment dans 2 à 3 semaines, il puisse déployer son équipe sur le terrain. Avant la rue ministre, Amédée Kwaku Kofi a visité les chantiers de 2 autres ouvrages routiers en cours de construction à la Riviera. Toujours en insistant sur la nécessité de libérer les emprises des voies afin de garantir à la population des ouvrages de qualité. Bonne performance de la Direction générale du Trésor public en 2017. Elle a mobilisé plus de 1348 milliards de francs CFA pour un objectif de plus de 1296 milliards de francs CFA attendu. En 2018, elle devra mobiliser 1310 milliards de francs CFA pour financer le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Francis Boifo. Je suis heureux de constater à l'heure du bilan que la gestion 2017 a été globalement satisfaisante dans le cadre de la contribution du Trésor public à l'atteinte des objectifs du gouvernement. Le ministre de l'Économie et des Finances a des raisons de féliciter les agents du Trésor public. Les ressources mobilisées sur le marché des capitaux s'élèvent à 1348,8 milliards sur un objectif budgétaire de 1296,8 milliards, soit une plus-value de 51,9 milliards. Le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales a été conduit de façon performante avec un taux de réalisation de 102,3%. Il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés au titre de la dette extérieure et la dette financière. Quant à la dette fournisseur, elle a été contenue en dessous de la maturité de 90 jours. Ces résultats encourageants ne devraient pas nous incliner à l'autosatisfaction. Parce que les priorités sont nombreuses cette année, dit le ministre Adama Kone. Il s'agira pour le Trésor public d'assurer le financement effectif du budget en atteignant l'objectif de mobilisation des 1310 milliards de francs CFA sur les marchés monétaires et financiers. C'est le lieu pour moi d'insister sur la nécessité pour les comptables publics d'engager les actions nécessaires pour assurer le recouvrement effectif des recettes, garantir l'inviolabilité des deniers publics en veillant à ramener toutes les ressources dans les caisses de l'État. Ce séminaire bilan de Yamoussoukro devrait s'achever par la remise de nouvelles feuilles de route aux responsables de service. Côte d'Ivoire Énergie, dans sa politique d'accès à l'électricité pour tous, a organisé hier jeudi, ici à Abidjan, une rencontre de recherche de financement avec les bailleurs de fonds venus de divers horizons. Objectif, montrer le potentiel du secteur aux investisseurs. Lanside Bakayoko. Au cours de cette rencontre, il s'agissait pour les autorités ivoiriennes de soumettre aux partenaires financiers les différents projets énergétiques dans l'espoir de mobiliser des ressources financières nécessaires à leur réalisation. En première ligne, le renforcement du parc de production et la diversification des sources d'approvisionnement. Nous allons continuer le développement des barrages hydrauliques en aval de Soubré, avec celui de Gribo-Propoli, mais également celui de Boutoubré et de Louga. Nous allons continuer à développer également dans le domaine des énergies renouvelables, les énergies solaires. Tous ces projets contenus dans le plan directeur production-transport pourront être mis en œuvre avec de nouvelles initiatives. Des initiatives déclinées à travers 3 autres plans directeurs élaborés par Côte d'Ivoire Énergie, à savoir la distribution, les automatismes et la téléconduite, ainsi que l'électrification rurale. De grands projets qui vont nous permettre à la fois d'exporter plus d'électricité et également de pouvoir donner accès à plus de personnes à l'électricité. Cet ambitieux programme de développement des infrastructures électriques décliné en plans quinquennaux
court jusqu'en 2030 et demande des investissements presque illimités. Tout le programme global qui devait être mis en œuvre, tout le programme jusqu'en 2030 s'élevait à pratiquement 11 000 milliards de francs CFA. Dans sa volonté de devenir le principal hub énergétique de la région, la Côte d'Ivoire envisage de porter sa puissance électrique nationale à 4 000 MW en 2020 et à plus de 6 000 en 2030. Aujourd'hui, le parc opérationnel installé s'élève à environ 2200 MW. Deuxième grand titre de cette édition, 153 Ivoiriens en situation difficile en Libye sont rentrés hier jeudi soir à Abidjan. C'est le premier vol de rapatriement volontaire de l'année 2018 des Ivoiriens en Libye. Evelyne Alexis Ouedraogo était à l'aéroport lors de leur arrivée. Le vol en provenance de Libye s'est posé jeudi soir à Abidjan. À son bord, 36 femmes, dont 4 enceintes, 22 mineurs, dont 6 non accompagnés. Le vol est le premier des rapatriements volontaires de l'année 2018. Cette opération est menée avec le soutien de l'Europe à travers le Fonds fiduciaire et l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Cela porte le chiffre d'Ivoiriens qui ont été rapatriés volontairement à 1357 au total. Dans le groupe, des jeunes gens qui, malgré la sensibilisation, ont pris le risque il y a à peine 3 mois de prendre la route pour se jeter dans les bras de la mort. Malgré la campagne de sensibilisation que nous menons, il y a quand même des jeunes qui succombent à la tentation d'aller en Libye. Quand ils arrivent là-bas, ils sont incarcérés et la plupart de ceux qui sont de retour aujourd'hui étaient en détention dans les 42 centres qui ont été identifiés. Mais le gouvernement leur tend encore la main. Les plus vulnérables seront rapidement pris en charge. Il y a plus d'une trentaine de femmes, il y a 22 enfants. Parmi ces enfants, il y en a 6 qui sont arrivés non accompagnés. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont été livrés comme ça. Nous allons les prendre en charge. Les femmes enceintes vont être conduites immédiatement là, à l'hôpital pour voir un peu leur état et tout. Les enfants vont être placés dans des centres, dans des institutions, afin qu'ils puissent bénéficier de chaleur familiale et voir ce qu'on peut faire pour ceux qui doivent aller à l'école, ceux qui ont besoin de soins, etc., etc. Mais la prise en charge sera totale grâce à l'appui de nos partenaires. Une mesure toutefois est mise en œuvre, celle de l'enregistrement biométrique pour contrôler les allers et retours de ces migrants. Quand on procède au rapatriement volontaire des migrants, il faut pouvoir les identifier. Et par le biais de la biométrie, c'est ce qui se fait. Comme ça, si parmi ceux qui rentrent, il y en a qui sont tentés de repartir ou qui, par un moyen ou un autre, se retrouvent en Libye, on le saura. Le prochain vol est annoncé pour le 19 février. Quelques 280 migrants sont encore attendus. Et cette information, la totalité des 955 mineurs piégés sous terre depuis mercredi, soit en Afrique du Sud à la suite d'une coupure d'électricité, sont remontés à la surface ce vendredi à l'aube. L'électricité a été rétablie, ils sont sains et saufs selon le propriétaire de la mine. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, après Abidjan, Grand Bassam, Bergeville et à Boisseau, l'équipe de l'émission Bonjour de la RTI était à Dembocro. Les humoristes, comme à leur habitude, ont égayé les spectateurs de cette localité connue par Gassoro. Oui, vas-y mon fils. La nuque de l'inspecteur est pointue. Non, tu es devenu chef. Un chef parle pas. Non, c'est ça. Papitou, Mal Adamo, les zézins de l'art, Chukenpat, la flamme de l'instangué et de la joie première sont les humoristes qui ont égayé le public de Dembocro à l'occasion de Bonjour, l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et c'est l'esplanade de la Citaraï qui a servi de cadre pour ces moments de rire et de gaieté. Ces humoristes, comme à leur habitude, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Maman, faut pas faire... Tu sais pas si veut de ta voisine, c'est ton mari.
On dit, faut dire le corps de l'homme s'appelle le corps humain. Parler de Dimbokro là, il dit, be corps, be bas, sanguin, be non, du vin. De la manière que mon Ulyssel est debout aujourd'hui, là, ça là, Dieu pourrait peut pas calmer ça. Hein. Oh. Ça, il faut au moins 4-5 poulets pour calmer ça. Hein. Celui qui court, c'est un coureur. Celui qui boit, c'est un boiveur. Des prestations appréciées par autorités, élus, cadres, parrains et spectateurs de Dimbokro. Grâce à la force que vous me donnez, j'ai pu faire venir Bonjour 2018 à Dimbokro. Regardez vous-même. Je n'ai jamais vu ce monde-là pour un spectacle. Je dis merci au DG de la RTI. Je dis merci à tous ceux qui ont permis cette organisation. Après la ville de Dimbokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public de Bouaké à l'ancien stade le samedi 3 février prochain. Voilà justement les humoristes et l'équipe de Bonjour de la RTI se rendront demain, samedi 3 février, au stade de Bouaké. Ainsi s'achève cette belle édition sur RTI, supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, retrouvez Delphine Blard.